Savez-vous que cette montre a nécessité plus de 5000 heures de travail et ça réalisé à la main? Comment c'est possible? Je suis en Suisse, à la Chaux-de-Fonds, juste derrière moi, Grobel Forcé. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la manufacture. Nous allons également découvrir l'atelier Handmade et aussi, nous allons découvrir les artisans ainsi que cette toute dernière pièce, la Handmade 2. C'est parti! Merci David pour cet accueil. De rien, bonjour. Nous sommes dans la manufacture Grobel Forcé. Tout à fait. Ça m'impressionne beaucoup d'être là, dans ce lieu, dans ce bâtiment, parce que je sais que vous faites des pièces d'exception. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle David Bernard, je suis horloger de formation, belgo-suisse, et je travaille chez Grobel Forcé depuis 16 à 17 ans maintenant. Et qu'est-ce que tu fais chez... Alors je m'occupe essentiellement de la production. Donc tous les ateliers que tu vois là sont sous ma responsabilité. La marque a été créée en 2004, si je ne dis pas de bêtises, par Robert Grobel et Stéphane Forcé. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire? Alors leur rencontre, ils se connaissaient depuis déjà un moment. Et l'idée a assez vite germé chez eux, c'était de créer leur marque. Et en prenant comme point de départ de dire tout ce qui a été inventé, tout n'a pas été inventé plutôt. On peut redéfinir ses bases et puis d'amener une pièce qui est d'une technicité et puis aussi d'une décoration hors norme. Aujourd'hui, vous allez présenter la Handmade 2. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, l'aventure Handmade est une aventure déjà d'hommes et de femmes qui est assez, on va dire, sincère et authentique. Et l'idée, c'est de dire, c'est de retracer toutes les techniques qui ont été perdues, toutes ces techniques ancestrales, et puis de les réacquérir et surtout de les pérenniser et les transférer et les transmettre à travers ces garde-temps-là. Mais quelle est la différence entre le reste de la collection et la collection Handmade? Alors, dans la collection Handmade, on a pris comme décision de n'utiliser que des outils traditionnels, donc non modernes. Et on y a intégré aussi certaines décorations qui sont spécifiques vraiment pour la Handmade, qui sont par exemple du gratté ou bien des gros angles avec des flancs polis. Combien de temps est nécessaire pour la réalisation d'une pièce Handmade? Alors, on peut facilement dire qu'il faut 4 à 5 fois plus de temps depuis le développement. Alors, le développement est beaucoup plus complexe. Il faut savoir que c'est on va dire des collaborations entre les départements. Ça commence déjà avec le brief qui vient de la direction et après, c'est transmis au designer ou la designeuse qui va travailler avec les équipes du développement, avec les équipes de l'atelier Handmade et on va dire il va falloir s'adapter parce que bien évidemment la capacité machine traditionnelle n'est pas la même que les outils modernes. Donc il va falloir trouver un chemin pour arriver à créer ce garde-temps-là avec les équipes. Par exemple sur la Handmade 2, mais combien de temps, mais ça fait depuis combien d'années que vous y êtes? Alors le team, donc la première Handmade, on a commencé à travailler dessus en 2017 et on l'a présenté en 2019. D'accord. Il faut savoir que la création d'un de ces garde-temps prend environ 6000 heures, 5000 pour la Handmade 2, un peu moins. Mais effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup de collaboration. On travaille aussi avec des indépendants externes, les meilleurs micromécaniciens, et toujours dans cette idée de partage. Donc on connaît nos capacités, on connaît les capacités des autres, les techniques, on va les apprendre ou on va les transmettre. Et à cause de cette collaboration, ou grâce à cette collaboration, on crée ces fameux garde-temps. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois que tu nous as réservé justement, on va interviewer chaque personne qui contribue justement à la Handmade et on va aussi, je crois, découvrir l'atelier. Super, je te souhaite beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces artisans, des hommes, des femmes, et avec une passion puis un savoir-faire hors norme. Merci à toi. Partons désormais à la découverte de l'atelier Handmade de Grobel Forcé où l'artisanat horloger atteint son paroxysme. Cette vidéo va vous dévoiler un aspect rare et fascinant de la création des Handmade 1 et Handmade 2, l'usinage entièrement manuel de chaque composant. Si chaque garde-temps Grobel Forcé est assemblé par un seul horloger et intégralement fini à la main, l'approche Handmade pousse encore plus loin l'excellence artisanale. Ici, aucune assistance numérique, chaque pièce est façonnée exclusivement à la main sur des machines ancestrales
centrale avec une démarche que l'on croyait presque disparue à ce niveau d'horlogerie. Tout commence par une sélection rigoureuse de matières premières, chaque composant est ensuite découpé et usiné à la main avec une extrême précision. Contrairement aux méthodes modernes, ici il n'y a ni commande numérique ni automatisation. Chaque roue, chaque pignon, chaque pont est façonné sur des tours de précision, des pointeuses, des fraiseuses et des fantographes. Chaque opération repose uniquement sur l'œil, la main et l'expérience de l'artisan. Ce processus exige un contrôle permanent où chaque fraction de millimètre est ajustée avec une précision au micron près, un exploit rarement associé à un travail entièrement manuel. Après l'usinage, chaque pièce est affinée et ajustée avec un savoir-faire exceptionnel avant d'être intégrée à l'assemblage final. Plus de 5000 heures de travail sont nécessaires pour aboutir à un garde-temps unique, véritable expression d'une maîtrise absolue. Si cet univers vous passionne, d'autres vidéos pourraient explorer les étapes essentielles du handmade, comme la décoration et l'assemblage. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui rend cette approche véritablement unique, l'art de l'usinage entièrement manuel où chaque détail prend vie sous la main de l'artisan et non sous l'action d'une machine. Nous allons maintenant découvrir l'atelier où sont usinées les différentes pièces avec Dimitri. C'est parti. Nous voici avec Dimitri, nous sommes dans l'atelier Handmade, où justement tu vas nous présenter un peu l'atelier, ce que tu fais. Déjà, merci de nous accueillir. Mais pas de problème, enchanté. Enchanté. Enchanté aussi. Mais depuis combien de temps tu es chez Grobel Forcé? Je suis arrivé en décembre 2015 Okay. et j'étais sur l'autre département, usinage sur machines modernes, machines à fil et commandes numériques. Et Grobel Forcé est arrivé vers moi avec l'opportunité de développer l'atelier Handmade, de créer cette collection Handmade. J'ai sauté sur l'occasion. Donc je suis arrivé dans l'atelier Handmade à son début en 2017. Trop cool. Et est-ce que tu connaissais déjà la maison Grobel Forcé avant? Oui, j'en entendais parler. Ouais. Après, j'étais dans la sous-traitance horlogère, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire 2-3 composants pour eux sur de l'outillage. Ok. Et bien content de pouvoir être admis après ici. Mais combien vous êtes dans l'équipe Handmade? On a commencé au tout départ, on était 2. D'accord. Et avec Handmade 1 et maintenant Handmade 2, on a dû un petit peu développer l'équipe. On était 2 au départ, maintenant nous sommes 5. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ici, enfin dans cet atelier? Alors maintenant, je suis responsable d'atelier. Je suis sur la conception des pièces, des Ok. composants. Je réalise des composants, mais aussi je vais gérer la planification, l'avancement des composants pour les avoir à temps, surveiller aussi ce qui est qualité, développement, et aussi voir les nouveaux projets, les faisabilités. Je vais travailler en collaboration avec le département de la décoration, les produits, le développement en bas, pour voir s'il est possible pour nous de fabriquer certaines pièces ou non, et quelles choses on peut aussi améliorer. Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Ok. Et est-ce que tout est fait à la main, entre guillemets, ici? Entièrement. Ouais. Trop Entièrement. Entièrement fait à la main. Toutes nos machines sont à commande à manivelle. Ouais. C'est la main de l'homme qui vient venir déplacer, créer un mouvement à la machine. Nous n'avons aucune commande numérique, aucun ordinateur qui va nous faire déplacer notre machine. Est-ce que tu peux nous montrer un peu Pas de souci. Donc l'atelier? la particularité dans l'atelier, c'est qu'on travaille en îlot. Ok. Donc chaque personne est autonome avec 2 machines qui sont essentielles à la production des composants. Donc là, on va aller vers Alain, qui travaille sur une pointeuse, et une deuxième machine qui est un tour. Et à quoi sert une pointeuse? Alors, la pointeuse, on va être sur plutôt des composants style platine, pont, tout ce qui va être perçage. Ok. Et un tour, on va être plutôt sur des pièces cylindriques, donc des pignons, des axes, des roues. L'avantage de la pointeuse qu'on a ici, c'est que c'est des machines qui sont très très précises. On va pouvoir faire des usinages de forme, Ouais. percer des trous. On peut s'approcher, vas-y. Comme ici, il est en train de nous faire un anglage sur une poche. D'accord. Le mouvement, vous pouvez le voir, il est fait avec la main de l'homme. Et mais de quand datent ces machines? Alors ça, c'est des machines qui datent des années 50-60. Elles ne sont plus créées maintenant.
car les entreprises ont fermé, ne sont plus existantes. Et mais qu'est-ce qui se passe quand par exemple, il y a un défaut sur cette machine et que ça nécessite un SAV, par exemple? On travaille avec plusieurs fournisseurs machines qui, eux, ont des ateliers spécifiques pour refaire des pièces, on va dire, d'une certaine taille, réhabiliter la géométrie de la machine, ce qui est très important parce que la base de notre précision, c'est la géométrie de la machine. Et ils vont revenir regratter les coulisses, comme vous pouvez voir ici, là c'est gratté, pour gérer la planité, la perpendicularitité des machines. Ils vont aussi remodifier certaines choses, parce que bien sûr, les pièces ne sont plus existantes. Oui. Et recréer des pièces, c'est de la grosse mécanique. Et donc là, c'est une platine en maille-shore? C'est ça. Platine en maille-shore, sans plomb. Pourquoi ne pas utiliser du laiton? Mais il y a une raison particulière? Oui, au niveau de la décoration, de la résistance. Ok. Et ça, je te laisserai découvrir ça avec avec nos responsables en décoration et puis au produit. Ils vont dire pourquoi certains composants sont utilisés ou pas. Et combien de temps ça prend à peu près par pièce pour être usiné? Tout dépend. Tout dépend. Donc, tout dépend de la pièce? Ouais, on va dire que ça, sur une platine, on va être, suivant la difficulté de la platine, entre 1 mois à 2 mois, voire plus, pour faire, on va dire, 3 platines. Okay. On part sur une base de 4 platines. D'accord. On sait qu'on en a toujours une qui va tomber. D'accord. C'est une loi, voilà. On a toujours une qui n'a pas de chance. Pas par terre. Non, tomber, j'entends. Quand je dis tomber, c'est-à-dire qu'on va avoir un souci dessus. Ça peut être un souci de manipulation, un outil qui vient casser, qui vient déformer la pièce. Et du coup, la pièce n'est plus soit dans les dimensions ou soit esthétiquement acceptable. Donc, on part sur 4 pièces. On compte environ 30% de déchets sur une fabrication, sur un ordre de fabrication. Donc là, pour la fabrication de cette platine, donc c'est les platines en May 2. Ok. Alain les a commencé au mois de novembre. On arrive au bout. Et là, nous sommes mi-janvier 2025. 2025, exactement. Il est parti sur 4 platines, il ne nous en reste que 3. Une qui a eu tous les défauts du monde, tous les problèmes. Et il lui reste le gravage sur le côté. Et après, on va marquer le numéro aussi de la platine. D'accord. Et combien de temps ça prend pour réaliser ce type de plan? Ces plans-là? Ouais. Alors, par exemple, on s'autorise à utiliser un logiciel de DAO, on va dire, okay, pour pouvoir suivre la précision des points, des coordonnées. Ce logiciel va être important pour nous, pour aller calculer nos différents points de positionnement sur la machine. En rien, ça va changer sur la façon de faire la pièce. Ce sera toujours la main de l'homme qui va guider. C'est juste pour vraiment gagner en précision. Alain vous expliquera après comment il a élaboré la pièce, plus précisément. Mais ouais, faire ces plans-là, ça prend autant de temps que faire une pièce de réglage que de faire l'opération. Des fois, on passe peut-être plus de temps à faire un plan, à chercher des points, qu'à faire l'opération. C'est fou. Et là, on voit là des platines qui sont quasiment finies ou peut-être pas finies. Ouais. Alain, tu veux présenter les platines? Ouais. Donc nous voici avec Alain. Bonjour Alain. Voilà, bonjour. Qu'est-ce que tu fais chez Grobel Forcé? Donc là, actuellement, je suis sur des platines. On travaille sur des platines, on reçoit la matière comme ceci en barquette. Donc ça, c'est la barquette de base que vous recevez? Voilà, tout à fait. Elle est déjà grenée, donc l'état de surface final est déjà fait. Ok. Et on les fait à cette épaisseur de 5 mm. Si on la faisait plus mince à la côte terminée, il y aurait des problèmes de voilement. Elle ne serait pas plate, il y aurait des tensions, ça ne jouerait pas. Donc on les fait assez larges à la base et après on les amène, une fois qu'on usine les pièces, à la côte finale. Mais combien il y a d'étapes pour arriver à une platine quasiment finie? Alors, pour chaque étape, on fait des plans. Là, j'en suis à 65 plans. 65 plans tout. Donc, je vais vous montrer. Là, je ferme parce que je vais abîmer. Mais est-ce que le nombre de plans détermine le nombre d'étapes? En gros, là,
Par exemple, il y a 6-7 trous différents. Je note les diamètres, les tolérances, les profondeurs auxquelles on doit les amener. Donc, un plan, là, il y a déjà 7 opérations. D'accord. Et sachant qu'un trou, on ne fait pas que de le percer, on le pointe, on fait un avant-trou et après on fait la côte finale. Donc, il y a 3 opérations déjà sur un seul trou. Ok, quand même. Donc, c'est assez conséquent, mais tellement intéressant. Et là, sur quoi tu étais en train de travailler? Alors là, je reprenais une platine. On est, pour ainsi dire, à bout touchant à la fin de la pièce. Je fais les anglages. D'accord. On fait l'anglage sur la pointeuse. Donc on a vu juste avant. Et après, c'est repris à l'atelier d'à côté finition pour revenir les polir à la main. Donc ça veut dire que vous pré-anglez les pièces pour après à la décoration. Exactement. Ok. Ça leur donne déjà un mouvement pour attaquer l'anglage final. C'est magnifique. Et c'est vous aussi qui faites toutes ces finitions, enfin peut-être ces pré-finitions? Alors ça, voilà. c'est les traces d'usinage, les traces de fraisage. Donc on les passe sur la pointeuse. C'est nos traces de fraises. Alors c'est de loin pas parfait, mais on essaye d'avoir des raccords de l'ordre de 6-7 microns entre les différents étages, pas qu'ils aient trop de travail par la suite. Plus on peut leur faciliter le travail, et mieux c'est. Oui. Nous, on passe moins de temps à régler la machine qu'à reprendre ça à la main. Donc plus on leur sort des pièces qui sont nickel, plus ils seront heureux. Et ça compte. est-ce que vous avez déjà eu de la casse quand Sloupé donc? Oui. Oh ben oui. Malheureusement, on essaye. Donc là, sur 6 pièces, là j'en ai une qui est en phase de gravage. Sur 6 pièces, on en a 2 pour faire les réglages, donc qui n'ont pas de grenage. 2 pièces de réglage et 4 pièces qui devraient être nickel à la fin. Et bien, immanquablement, il y en a une qui va sauter, quoi. On loupe une cote à 1 centième ou 2 centièmes et puis c'est fichu, là, on ne peut pas récupérer. Donc ça fait vraiment mal au cœur. On continue de la faire, même si c'est au début des opérations, on continue de la faire. Comme ça nous fait une pièce de réglage supplémentaire. C'est pas du travail de perdu. Et tu m'expliquais, mais juste avant, que justement, mais la gravure, mais que tu montrais sur la machine qui était là-bas. Voilà, sur le pantographe. Donc on va faire la gravure, je ne vais pas la montrer à l'écran, ça peut pas être faisable. Oui, c'est ça. C'est ça ici, la gravure. Donc on fait ça avec une fraise que j'ai ici, de 1/10 de millimètre de diamètre. Mais combien de temps ça prend pour graver ce type de texte? Pour faire une gravure comme ça, il faut vraiment avancer. Donc on avance à la main, il faut vraiment avancer très gentiment. C'est une petite journée pour faire la gravure. D'accord, quand même. On avance vraiment délicatement, autrement on explose les fraises. C'est vraiment du travail sensible. Et puis vu que c'est quand même pas 2,50 francs la fraise, on fait attention. J'imagine. Mais ça veut dire que pour faire une gravure, vous allez utiliser plusieurs fraises? Ou alors, vous pouvez faire ça plusieurs gravures avec une fraise? peut arriver. La dernière que j'ai faite, là, j'ai fait une seule fraise pour la gravure, mais une précédente, j'ai pris 3 fraises. Ok, ouais. Ouais. Donc ça dépend, quoi. Ouais, ça dépend. Et puis à la longue, même si on arrive avec une seule fraise, à la fin, elle est fichue, elle est usée. On ne va pas la réutiliser pour une nouvelle platine. J'imagine, c'est clair. Et est-ce que tu penses qu'on peut voir la machine? Mais bien sûr. Le travail sur la machine? Ouais. On va y aller. Ça, c'est de l'huile. Un peu de lubrification. Il faut faire attention à ne pas venir casser la fraise non plus. Voilà, on lance la machine. Et je viens descendre la fraise. Voilà, je suis à ma profondeur. Et maintenant, je vais avancer très délicatement
Et cette étape, tu vas le faire combien de fois? Alors, je fais 2 passages. Un passage à 4 centièmes et demi et le deuxième passage, on descend à 9 centièmes. Ok. J'arrive au bout, je relève la fraise. On espère qu'elle n'est pas cassée. On voit les petits copeaux. Oui. Là, comme c'est... On va nettoyer ça. Hop. Et on voit le E qui est gravé à 4 centièmes. Et là, bon, on va refaire la même opération en redescendant 4 centièmes et demi de plus pour arriver au 9 centièmes. Ok. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup Avec plaisir. de cette découverte. Et moi, c'est vrai, mais c'est vachement impressionnant de se dire que pour faire une gravure, il y a autant d'étapes et autant de préparation aussi. Oui, bah c'est très, très intéressant comme job. Et puis ce serait facile, ce serait rapide à faire. Ben, Il n'y aurait pas d'intérêt. il n'y aurait pas d'intérêt. C'est sûr. Non, non, après, on donnerait ça à faire aux machines et puis ce serait nettement moins fun. Bah, merci Alain. Mais grand plaisir. Donc là, tu as pu voir la fabrication d'une platine Oui. de A à Z. On va passer sur une autre pièce complexe. Donc il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de pièce plus facile À faire que d'autres. à faire que d'autres. Elles ont chacun leur petite subtilité. Et là, on va passer quand même aussi sur une pièce particulière, la roue d'échappement. Donc là, le dessin qu'on voit là, Oui, c'est la Handmade 2, c'est ça? Handmade 2. Ok. Elle est vraiment incroyable. Mais c'est une très très belle pièce. Ah, vous allez avoir la chance d'avoir après. Oui. Et ça, c'est bien. Bonjour. Donc là, on passe vers Roman qui est sur la roue d'échappement. Roue d'échappement, ben, pareil, entièrement faite à la main, que ce soit au niveau du taillage de la denture. Donc c'est qu'une pièce qui va demander énormément de précision, qui va aussi demander un côté esthétique très fini. On aura la particularité d'avoir des biseaux qui vont être polis, repris aussi sur le tour 70 qui est derrière, dent par dent. Chaque opération, c'est dent par dent, je parle. Donc, les polis vont être faits dent par dent. Le taillage est fait dent par dent sur le tour qui est derrière. Et ce sont les pièces qu'on voit ici? Du coup, sur la partie gauche, on aura une pièce qui est ébauche, qui n'est pas taillée. Donc là, c'est la pièce brute, entre guillemets. C'est la pièce brute comme on la reçoit à l'arrivée, elle est étampée. Ok. Et ensuite, on la taille sur le tour 70 qui est derrière moi. Et à la fin du taillage, elle ressort comme ça, avant les finitions du biseautage qu'on va devoir faire sur l'extrémité des dents et le cerclage intérieur sur le centre de la roue. Ok. À ce niveau-là, il y aura un petit lamage qui est cerclé et les petits biseaux qui seront faits après. On ne peut pas faire toutes les étapes en une seule fois. Ok. Et du coup, derrière moi, il y a le tour à tailler qui est prêt. Et donc là, c'est après avoir reçu la pièce brute. C'est ça. Là, j'ai le posage qui est préparé. Donc j'ai un premier posage avec un pivot qui va guider le centre de la roue. Et du coup, j'ai mes petites rondelles qui sont là. Ce sont les pièces ébauches qu'on a vues juste derrière. Elles sont là, en compression, les unes contre les autres, avec la fraise de taillage qui est juste sur le bas et qui va permettre, une fois en mouvement, de tourner. Elles vont venir tailler les dents. Et après, avec cet outil-là, qui va me permettre de pouvoir bouger en rotation au niveau des degrés. Et en tournant ce genre de choses-là, on va venir tourner la broche qui, elle, va tourner donc ma pièce. D'accord. Ça va la faire tourner. Et il y a combien d'étapes à peu près pour arriver sur une pièce finie? Alors sur celle-là, en comptant le taillage, les biseaux, le lamage avec le cerclage, on va environ avoir entre 5 et 6 étapes avant qu'elle soit terminée. Ok. Et le taillage est l'une des plus complexes par rapport au centrage de la fraise pour qu'elle soit bien centrée au niveau de la roue et au niveau de la hauteur aussi pour que ce soit au bon diamètre. La particularité, cette fraise elle est principalement compliquée à centrer parce que pour faire une dent, là on voit les dents. Ça, c'est les dents de la roue. de la roue. Comme là. Voilà, là Ok. on voit une schématisation un peu plus large.
Mais du coup, cette fraise, elle vient tracer les dents en 3 fois. Ça veut dire que quand je passe une fois, la dent, elle ne sera pas terminée. Ça veut dire que quand je commence à faire les rotations pour faire la dent d'après, il y a une partie de la fraise qui va faire une deuxième étape sur la dent précédente. Et il me faudra 3 crans, donc 3 taillages de dents pour que la première soit terminée. Donc c'est une fraise qui est plutôt complexe à devoir centrer et indexer pour être sûr que le réglage soit bon. Et après, cet appareil-là aussi, il faut qu'on calcule combien de tours on fait pour le décalage angulaire d'une dent à une autre. D'accord. Parce que chaque dent est différente. C'est ça. On peut avoir, là, cette roue, elle comporte 20 dents. Mais il y a d'autres roues qui, elles, comportent entre 2 dents et puis 360. C'est ce qu'on a, un tableau assez explicatif pour le nombre de dents du quotidien. Donc on a une première colonne qui nous montre le nombre de dents. Et après, un cercle, comme celui-ci, qui sont numérotés et qui ont aussi plusieurs petits numéros selon les cercles différents. Et après, le nombre de petits trous va varier en fonction du plus ou moins le nombre de dents et de l'écart qu'ils auront besoin entre eux. Ça peut aussi changer en fonction du diamètre de la roue, du nombre. Et du coup, par exemple, pour celle-ci, le décalage entre une dent à une autre, ce sera 3 tours complets. Mais si j'ai par exemple 21 dents, le nombre de tours et de graduation va changer. Ok. Et combien de temps ça prend à peu près? Pour un taillage classique, oui, par exemple. Ça va nous prendre, on va dire, une bonne heure. Mais là, par exemple, pour cette roue-là qui est complexe entre le centrage de la fraise et la hauteur, et puis la précision pour la roue d'échappement, qui est une roue qui est une des plus précises du mouvement, il va me falloir peut-être un ou 2 jours de réglage avant de pouvoir commencer la production des roues. Après, normalement, une fois que le réglage est fait, cet axe-là, qui va donc faire l'indexation de la fraise, va être bloqué ici. Et ensuite, la hauteur aussi a un frein pour pouvoir bloquer. Et comme ça, normalement, mes réglages ne bougent plus. Tout est verrouillé. Donc après, je pourrai enchaîner. Une fois le réglage terminé, l'enchaînement des pièces sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. D'accord. Mais la première étape du réglage est plutôt longue pour choper la meilleure précision possible. Et tu fais d'autres étapes ou tu es seulement basé sur la roue d'échappement? Enfin, mais d'autres types de pièces, par exemple? On fait quasiment tous les types de pièces possibles. Là, actuellement, je suis sur la roue d'échappement, mais ça m'est déjà arrivé de faire une platine, des ponts, des ressorts. On fait quasiment toutes les pièces du mouvement. Ok. Et tout ce qui va être rouage, mais ça va être fait aussi sur ce type de machine ou... Oui, alors le taillage de la denture se fera toujours sur un tour 70 à cause du décalage angulaire qu'on a là. Et puis les fraises sont circulaires, donc souvent pour les mettre dans un moteur qui est rapporté, c'est plus simple. D'accord. Et contrairement à ce qu'on fait d'habitude sur un tour, normalement sur un tour, c'est la pièce qui tourne avec l'outil qui est fixe et qui vient usiner la matière. Et là, on va fonctionner différemment. Là, ma pièce, elle, ne va pas tourner, à moins que je lui demande pour le décalage angulaire. Et on va mettre en rotation avec un petit moteur à portée qui est relié avec le moteur de base, faire tourner l'outil pour que ce soit lui qui vienne usiner. Car sur la pointeuse, c'est pas possible de faire un taillage de denture. C'est super intéressant. J'avoue, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étapes pour faire une pièce comme une roue d'échappement, par exemple. C'est ça. Une roue d'échappement, comme une roue classique, on a l'impression que c'est quand même relativement simple à faire. Mais finalement, c'est une des catégories de pièces qui demande quand même le plus de temps de réglage derrière. Oui, c'est ça. Elle prend peut-être le moins de temps, mais son réglage est le plus important. En gros, donc le réglage prend la grande majorité du temps et en soi la pratique un peu moins. C'est ça. Toutes les pièces, mieux elles seront réglées,
ici, à l'avance, moins il y aura de problèmes de rouage ou à l'assemblage par rapport à notre collègue qui va les monter. Elle aura beaucoup moins de problèmes on va dire, elle en parlera, elle, mais au niveau de l'amplitude du mouvement, le fonctionnement, elle aura beaucoup moins de problèmes si nous, on est au plus précis possible ici. Normal. Donc autant perdre du temps ici plutôt que de le perdre en haut. Et le perdre est un bien grand mot. Oui, c'est sûr. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et ben, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étapes. Et c'est surtout toute la préparation qu'il y a en amont, avant même la manipulation. Et j'ai juste folle, quoi. Il y a un gros travail de réflexion sur la faisabilité des pièces et comment les adapter sur nos machines. Ensuite de ça, il faut aussi regarder dès le départ comment tu vas prendre cette pièce. Tu peux avancer sur une pièce pendant 1 semaine, 2 semaines et t'apercevoir à la fin c'était pas le bon process. J'aurais dû faire ça avant. Tu trouves toujours des moyens pour récupérer ce coup-là, mais généralement, des fois, tu recommences le travail. C'est à la fin aussi qu'on voit si le travail est bien accompli. Comme Alain sur les platines, il va faire tout son premier côté. Oui. Et au moment où il va retourner la pièce, c'est là où tu découvres ce qui s'est passé de l'autre côté aussi. Oui, et des fois, on peut avoir des surprises, j'imagine. Ah ben oui, clairement, clairement. Donc on ne pense pas à tout, l'erreur est humaine et en fait c'est le challenge de ce métier. Il faut avoir un état d'esprit vraiment ouvert sur les possibilités, être prêt à prendre la critique ou le soutien ou l'avis d'une autre personne pour pouvoir avancer. Tu peux prendre chaque personne dans l'atelier, tu lui donnes une pièce à faire, que ce soit une platine, un axe, peu importe. Chacun va avoir une manière de procéder différente. On a une ligne conducteur sur le process, une logique à suivre, mais après, chacun va prendre ses opérations et les faire un peu à sa sauce. Ouais. Entre l'affinité de la pièce est la même, dimensionnellement on demande la même chose, au niveau de la qualité esthétique on demande la même chose, mais chacun va prendre la pièce d'une façon différente. Je suis j'ai fait des études de microtechnique, comme Zaïd, et Alain, Alix et puis Roman viennent de l'horlogerie. La vision est complètement différente sur la fabrication d'une pièce. Eux partent plus sur la façon de faire une pièce unitaire, de prendre une pièce du début, l'emmener à la fin et reprendre une pièce, avancer. Nous, au niveau de la mécanique, on aura plutôt une vision pas productique, je m'entends comme avec des outils modernes de grande échelle, mais de voir des procédés de fabrication différents, une approche de la pièce, comment tenir une pièce, comment amener un outil, les conditions de coupe, ces choses-là, on est plus avancé. Et leur point de vue et notre point de vue, ça s'allie vraiment très très bien. Et ça nous permet aujourd'hui de créer ces pièces exceptionnelles pour la handmade. Et ça m'a fait penser à une question, mais quand on regardait la roue d'échappement, vous faites aussi l'encre. Oui. Et vous faites le balancier spirale. Aussi, oui. En interne? En interne. Incroyable. Alors le spirale, il n'est pas fait ici. Ouais. Dans notre atelier même, il est fait dans un autre atelier de balancier spirale. D'accord. Dédié au balancier. Dédié au balancier spirale, au réglage du balancier, l'équilibrage et la fabrication du spirale. J'en ai un ici si tu veux voir. Ah ouais. Donc là j'ai une roue d'échappement et un spirale. Je vais juste te ramener. Pour le spirale, tu pars de ça. Ça c'est le fil de départ. Il est vachement gros. Il est vachement grand. Et avec ça, tu peux déjà en faire épais aussi. Et aussi épais. Donc il va passer dans différentes formes pour l'étirer et l'emmener à la forme et à la dimension voulue. Donc ça, c'est pour le spirale. Après, toute la mise en forme est travaillée aussi là-bas. Pour la roue d'échappement, tu as pu voir. Et ici, tu as tous les procédés pour la fabrication d'un balancier. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi le balancier spirale sur la Handmade 2 ou même sur certaines de vos montres sont différents que le balancier spirale classique? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou Oui, on les a adaptés pour la fabrication traditionnelle. Le balancier, il doit être équilibré. C'est-à-dire, à partir du moment où tu mets un axe dessus, peu importe la position où tu le mets, tu ne dois pas avoir une zone plus lourde que l'autre. Ok. Et ça va dépendre de ton usinage. Sur l'usinage ici, on est sur 4 bras. Si tu viens à prendre un peu plus de matière sur le diamètre intérieur d'un côté par rapport à l'autre, tout de suite tu vas générer un bas lourd. Donc ton balancier ne va pas être équilibré. C'est pour ça que chaque opération qui est faite, la symétrie elle doit être parfaite. Tu vas faire ce côté de bras ici, les 3 autres doivent suivre et être identiques.
On a des moyens de mesure, le Marcelo Aubert, on vient mettre un calque d'XF sur la pièce, avec une caméra, on arrive à voir précisément où notre usinage s'arrête. D'accord. La qualité aussi de l'usinage doit être très propre. Si on arrive sur quelque chose qui est rugueux, pas qualitatif au niveau de la qualité, ça peut aussi énormément jouer sur l'équilibrage du balancier. Ok. Pour un balancier comme ceci, pour en faire un seul, on est sur 33 heures. Juste pour la fabrication ici. 33 heures de cette opération-là à la dernière. Sans même le réglage. Parce que j'imagine Sans réglage. Après, il y a les vis qui doivent oui. venir derrière. On a des vis à mettre dessus, donc ils sont percés sur les côtés pour poser les vis. On a la partie décoration, on a le diamantage qui est fait dessus, on a un poly bloqué qui est fait dessus. Ouais. La manipulation entre chaque Poly collaborateur. bloqué main, en plus. Poly bloqué main. Ouais, Donc voilà, une opération, une autre opération, une opération fait que les heures s'accumulent et le challenge est plus important. L'horloger à la fin, elle vous l'expliquera tout à l'heure, elle, quand elle a une pièce dans la main, cette pièce, elle a une histoire, elle a une valeur, certains coûts, mais aussi elle a mais tout ce qu'elle a vécu. Ouais. Sentimental, oui, exactement. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, mais toutes les heures que vous avez passées à construire la pièce, à réfléchir, à faire ce rouage différemment plutôt que l'autre, etc. C'est un challenge. Tous les jours, c'est un challenge. J'imagine. On y laisse une part. Quand on fabrique une pièce, Alain, il est sur 4 platines, ça fait un certain temps qu'il est dessus. Pour une personne, un collectionneur, tu peux poser les 3 platines sur la table, elles vont être identiques. Au niveau esthétique, oui. Dimensionnel, elles vont être pareilles. Pour nous, à les regarder, il va pouvoir les reconnaître. Ces 3 platines, il va pouvoir les reconnaître. Petite subtilité, elles ont une histoire et ouais, c'est sûr. C'est ce qu'elles ont vécu. Est-ce que ça vous arrive que des pièces reviennent en SAV et vous savez retracer où est-ce qu'elles ont été faites, enfin, oui. Par qui, comment, quoi? On a tout listé. Toutes les pièces qui sortent de cet atelier, on sait exactement ce qu'elles ont eu au niveau dimensionnel, esthétique, si on a eu dû refaire certaines retouches dessus. Et quand elles sont montées dans les garde-temps, on sait d'où elles viennent. Donc quand un garde-temps revient chez nous, on est capable de dire cette patine-là, on l'a fabriquée à telle période, c'est telle personne qui l'a faite. À ce moment, ok. Et on arrive à sortir les fiches de contrôle dimensionnelles aussi, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, ou comment aussi remettre la bonne patine dessus. Elles sont toutes pareilles, identiques dimensionnellement. Oui. Mais l'horloger va vous expliquer qu'il y a quand même un peu d'appairage à faire pour ajuster la chronométrie. Mais ça, je laisserai développer là-dessus. Avec grand plaisir. Donc là, on a vu la partie, on va dire, mouvement. Oui. Mais dans les 96% des composants fabriqués main de l'handmade, on a aussi la partie habillage. Habillage, tu parles du boîtier, par exemple? Exactement, on va prendre cadran, la boîte, la boucle aussi. Ok. Donc la coiffe et l'ardillon, les aiguilles qui sont faites aussi chez nous, et les réaux, les cadrans émaillés. Donc là, Zaïd, c'est notre boîtiste chez nous. Il fabrique la totalité des boîtes handmade. Explique-nous un peu ce que tu fais chez Grobel. Je pars dans le principe avec un dégros beaucoup plus gros que la pièce finie. Sur des gros lopins généralement en or. Ok. Et là, on a illustré un peu les étapes qu'on a, qui sont beaucoup tournage et fraisage principalement. Et après, on est obligé de commencer par le tournage, tailler les diamètres intérieurs des 2 côtés. Et par la suite, on peaufine la corne comme on peut. Et ça donne à peu près ça. Ouais. Et par la suite, ça, on est obligé de terminer à la main. Du coup, on termine avec soit burin à main, soit avec différents abrasifs pour arriver au final à avoir une corne, avoir la forme de corne lisse, quasi terminée. Que vous voulez. Qu'on demande, oui. Et donc, mais vous recevez ça, et ça, c'est la pièce finie. Exactement. Celle-là. Oui, celle-là. Ok. On part de ça, on arrive à ça. Et il y a combien d'étapes à peu près? D'étapes, ça peut... Après une dizaine, 10 et 15 étapes.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas, moi, j'ai pas une manière de fabrication précise. Oui, j'ai une marche à suivre, mais souvent, je switch entre cette machine Ok. et le Tour 102. Et ce type de machine sert à faire quoi, à peu près? Celle-là, c'est un Tour 102 c'est le procédé, c'est de l'enlèvement de matière, par tournage. Ouais. Donc on a la broche ici qui tourne à la vitesse qu'on veut. Puis avec différents burins, on vient enlever la matière à l'aide des manivelles manuellement à la main. Donc en gros, mais c'est-à-dire que là, la pièce est là et après, à l'aide des manivelles, tu vas... Exactement. Ah ouais, incroyable. Exactement. Après, voilà, il y a tout un réglage à faire. On ne peut pas venir comme ça directement. Après, on a différents outils avec des formes différentes. Où, voilà, des fois, on retouche des outils aussi pour avoir exactement la forme qu'on veut pour obtenir le design souhaité. Et est-ce qu'une boucle à faire, c'est plus compliqué qu'une boîte? On ne va pas dire que c'est plus compliqué, mais c'est toute une autre manière d'usinage en fait. Ok. Et on peut être mené, moi au début, pour moi c'était plus compliqué de faire une boucle qu'une carrure. J'imagine. Et est-ce que tu peux nous présenter les différentes machines que tu es amené à utiliser? Là on a cette machine-là, où j'utilise souvent, la plupart du temps, c'est pour faire des raccords entre la corne et la bande de carrure. C'est-à-dire un raccord? Je peux te montrer là-dessus. Je viens souvent amener à faire ce raccord-là entre la bande de carrure et la corne finie, enfin quasi finie, et à faire aussi la forme de la corne extérieure. Et après, pour tout ce qui est des perçages, lamages aussi, on peut faire sur celle-là. Principalement, je l'ai fait sur les autres, mais on peut aussi faire sur cette machine. Et ça, c'est toujours en un seul bloc? Oui, oui. Ça, on va dire, c'est les toutes premières étapes après tournage qu'on vient faire pour avoir des trous de référence en fait. On commence par faire tous nos trous pour avoir une orientation, pour que je puisse à chaque fois être orienté quand je me déplace de machine et pour être toujours centré pour faire la suite des étapes. Cette machine-là, où je suis configuré au début sur ce plateau, où je viens ébaucher tout le tour de la carrure, grossièrement au tout début, pour diminuer par rapport au lopin de départ, pour diminuer, pour me rapprocher de la côte plus proche possible. Et par la suite, on a un outil de forme qui vient faire l'entrecorne. Ça, je peux vous montrer aussi l'outil de forme qui est assez impressionnante. Et là, je suis réglé dans une position où je vais faire les trous de barrette. Et après, c'est un bracelet cuir qui est mis? Bracelet, je ne sais pas s'il est en cuir. Oui, il est en cuir. Là, en fait, on est presque... Là, c'est l'avant-dernière étape avant que ce soit fini, en fait. Ok. On a la carrure quasiment terminée. Et là, pour te montrer la fraise qui vient faire l'entrecorne. Ah ouais, d'accord. En fait, on a cette fraise qui a exactement la forme qu'on veut pour pouvoir finir l'entrecorne parfaitement selon le design. Donc ça tourne à fond et ça vient usiner. Oui, on a des vitesses de coupe et l'outil vient là et après on a notre carrure qui est positionnée là et après c'est tout un réglage à avoir puis on vient petit à petit jusqu'à la côte souhaitée, quoi. Mais cette machine aussi Celle-là,
pour faire la fabrication de l'habillage, je l'utilise rarement. Des fois, je me fais des goupilles pour me guider, que j'utilise le Tour 70, mais principalement, je suis sur les plus grosses. Principalement, je suis sur le 102 qui est, on va dire, qui est son papa, quoi. Je vois. C'est des pièces qui sont assez conséquentes. Comme des formes assez volumineuses, elles demandent quand même pas mal de force et de rigidité. Donc tu es obligé d'avoir des machines rigides, comme ce tour, un tour 102, ou comme les fraiseuses, ces pointeuses un peu plus grosses. Sinon, tu perds en précision, ça fléchit, ça casse. Voilà. Et ça, ce sont des machines qui ont combien d'années à peu près? Tour 102, il y a eu différentes évolutions sur les premières avec des courroies comme tu peux voir derrière. Maintenant, elles ne sont pas numérisées, mais elles ont différentes commandes. Enfin, voilà, il y a une évolution. Ouais. Ils en produisent encore. Ok. Celle-ci. D'accord. Ça a juste évolué au niveau du châssis et des options qu'on a ramenées dessus. Des moteurs aussi, c'est plus des moteurs à courroie déportée. Maintenant, ils font des moteurs directement dans la tête. Et ça a bien évolué. Mais c'est des machines qui sont tellement fiables. Comme tu peux voir, on a des tours qui sont là-bas, je ne sais pas de quand ils datent, ils ont été refaits à neuf, remis à neuf. La géométrie, ça a été refait dessus et ils vont tout aussi bien. C'est fou. Merci beaucoup pour cette présentation. Enchanté Alix. Enchanté. Merci de nous expliquer ce que tu fais chez Grobel Forcier. J'ai cru comprendre que tu étais arrivé il y a récemment. Peu de temps, oui. Je suis arrivé début août. Ok. Donc juste après la reprise estivale. J'ai découvert du coup avec la personne que je remplaçais les prémices vraiment de ce travail. C'est une découverte assez énorme au début parce que sortie d'école, on a les bases de la micromécanique, mais vraiment les bases, j'avais confectionné une tige de remontoir et un axe de balancier à la main, en tour entre pointes, mais j'avais au final très peu utilisé le Chaublin et quasiment jamais, exclusivement une fois dans un stage préalable, une pointeuse. Donc c'était vraiment une découverte complète. À ça, tous les outils de mesure que je connaissais, mais certains outils plus précis encore, comme une amélioration du projecteur de profil qu'on a par là-bas, et rentrer directement dans les tolérances Grobel Forcier pour l'apprentissage, c'est quelque chose d'assez amusant. Et de formateur aussi, j'imagine. De très formateur, oui. On commence directement par le, je ne vais pas dire le meilleur niveau, mais je pense que si on n'en est pas loin, donc vraiment un très haut niveau en tout cas. Qu'est-ce que tu fais chez Grobel Forcier? Donc j'ai commencé par des pièces relativement simples, où le principe était d'avoir la concentricité la plus petite possible entre un diamètre extérieur et un perçage central. Il fallait vraiment utiliser du coup différentes parties de la machine, rester on va dire dans une très grande précision, de l'ordre de quelques microns, 3 microns de concentricité très faible. Et dernièrement, ce que j'ai pu faire, par exemple à la pointeuse, ce sont les aiguilles, l'aiguille de réserve de marche. Donc une pièce qui est vraiment très fine, avec une capacité de torsion très rapide si on n'usine pas à la bonne vitesse. Donc ce genre de petites pièces. Et là, ce qu'on voit là, c'est le plan... C'est les plans d'un pont que, pour le coup, Zaït est en train de faire. Okay. Donc ce sont c'est le pont de Barillet, donc, qui vient directement se superposer à la platine. Voilà, donc Zaït pourrait vous en parler mieux que moi, parce que j'ai pas eu le temps d'analyser ce plan, mais... Sans problème. Mais tu m'avais montré un rouage... oui, un pignon, oui, absolument. Oui, un pignon, pardon. Il n'y a pas de mal. Donc c'est un pignon de renvoi. Ce pignon, du coup, sert à faire la transmission d'énergie entre le barillet et le doigt entraîneur, du coup, sur le palpeur, excusez-moi, sur le cône. Et enfin pouvoir donner du coup la réserve de marche. Donc c'est ce pignon qui permettra de réaliser cette
prouesse, cette innovation de Grovel. Et mais quelle est la base de ce pignon? Mais tu me l'avais montré. Donc oui, nous partons d'un cylindre, d'une tige, finalement en acier. Putain, mais pour vous enfin imaginez arriver qu'on à- passe de ça à ça. Mais il y a combien d'étapes pour arriver à ce pignon? Il y en a quelques-unes. Donc il y a les différents diamètres à tailler. Ensuite, il y a une piqûre dans ces différents diamètres. Le taillage des dents. Retourner la pièce afin de pouvoir effectuer l'autre côté. Rester concentrique pour que les deux pivots soient bien alignés sur le même plan, afin de ne pas avoir de maleron qui existerait ensuite sur ce pignon. Et on a également une partie esthétique qu'on doit effectuer dès l'usinage, à savoir le polybombé sur les pivots, qui lorsqu'on regarde la montre, nous paraît dans le rubis. Il y a un petit éclat d'acier poli qui a son plus bel effet. C'est fou de se dire, enfin, même si j'ai des connaissances basiques de l'horlogerie, mais se dire que de cette pièce-là, tu vas arriver avec les différentes machines qu'on peut voir derrière, j'imagine, à une pièce aussi petite et aussi précise, quoi. Oui, c'est tout Mais l'enjeu c'est de fou. cet apprentissage chez Grovel Forcé. C'est super de découvrir ce métier, de continuer à pérenniser ces apprentissages. Donc, c'est possible grâce à Grovel. Donc, ravi d'avoir intégré cette équipe. Bah, merci à toi de nous avoir présenté ce que tu faisais. Merci à toi également. Merci Dimitri de nous avoir montré l'équipe et aussi de nous avoir montré l'atelier. C'est un plaisir. C'était super intéressant, j'ai découvert beaucoup de choses et c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Et c'est là qu'on se rend compte que pour faire des pièces minuscules, il y a énormément de techniques et de savoir-faire. Et c'est le plus intéressant, je trouve. Mais quel type de formation il faut avoir Alors, il y a pour Peu intégrer importe. Grovel Forcé ou Grovel l'atelier? Forcé. Pour l'atelier handmade, je dis avant de passer à la formation, il faut déjà avoir l'état d'esprit du handmade Ouais. et la volonté Ok. de vouloir faire du handmade. L'avantage du handmade, c'est que on se rend compte tout de suite si une personne est faite pour ou non. Donc, Ok. on a quand même une pression sur l'avancement des composants. Quand tu avances sur une platine, pendant tant de jours, tant de semaines, de mois, et que les opérations s'accumulent, ben, le jour où tes pièces ne sont pas bonnes, il faut que tu aies l'état d'esprit de dire « Ok, je rebondis, j'y vais ». Beaucoup de personnes qu'on a eues ici en essai, qui sont venues essayer de faire du handmade, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas faits pour. Que ce challenge tous les jours, cette pression que tu as à fabriquer des pièces, elle est dure à tenir. Que la précision qu'on demande, le challenge de tenir des dimensions pour nos garde-temps, ouais, c'est compliqué à les tenir. Donc voilà, donc déjà c'est un état d'esprit. La formation, après, il n'y a aucune formation d'école où tu peux sortir et dire ah, c'est bon, je peux faire du handmade. Ok. Tous les jours, on apprend sur le terrain. Même moi qui ai plusieurs années de handmade, j'apprends tous les jours. Tu peux faire une pièce il y a 2 ans, tu la refais maintenant, Ça n'aura jamais la même tu forme. réapprends à la faire. Tu refais cette histoire de comment j'ai créé cette pièce. Et tu la vois même différemment. Tu apprends d'autres méthodes. Oui. Donc voilà. Bah, merci beaucoup de nous Pas de avoir souci. fait Pas de découvrir tout souci. ça. Bonne visite encore. Merci. Après avoir vu l'atelier, partons maintenant à la découverte de la Handmade One. Ce premier modèle incarne déjà l'approche artisanale pure de l'atelier handmade. Chaque détail illustre la maîtrise horlogère de Grovel Forcé. Nous revoici avec David, cette fois-ci, pour que tu nous présentes la handmade, mais la première version, Et oui. cette fois-ci. Et c'est vrai que vous en avez une, justement, qui est prête, qui est totalement finie. Et déjà, le premier mot que j'ai à dire dessus, c'est qu'elle est sublime. Bah, merci pour toutes les équipes en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire mais sur cette pièce? Alors ce que je te propose, c'est qu'on va passer à travers toutes les, Ouais. on va dire les complexités de la montre et surtout chaque organe. Alors en fait, déjà tu m'as posé la question tout à l'heure en disant ben voilà, quelles sont les finitions ou les matériaux utilisés qui sont différents de notre collection, on va dire, courante. Il faut savoir que dans la handmade, on évite au maximum de faire de la mise en couleur de composants. Donc, traditionnellement, on peut faire de la mise en couleur par électrolyse, comme on appelle ça. Puis, on va par exemple faire un dorage sur les ponts. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui veut dire qu'on va utiliser
du myshore. Pourquoi on utilise le myshore, du myshore grainé là? Donc on utilise du myshore parce que le myshore est un matériau qui s'oxyde très peu. Et donc ce qui va être sympa, c'est que vu qu'on ne va pas le mettre en couleur, eh ben, il va se patiner avec le temps, et ce qui va encore accroître, on va dire, son côté exclusif et authentique, on va dire, de ce garde-temps. Donc ça, c'est pour démarrer. Donc tous ces composants-là que tu vois sont donc sont ou en or ou en myshore non mis en couleur. Okay. Donc là, on a même les aiguilles? Non, les aiguilles sont en acier. Okay. Les aiguilles sont en acier argent, qui sont bleuées à la flamme. Donc terminées à la main, bien évidemment, et bleuées à la flamme. Donc pour le grainé, bien évidemment, tous les grainés sont faits à la main, et après, l'usinage se fait par composant sur ce composant-là. Donc ça c'est une première, on va dire, spécificité de ce garde-temps handmade, à savoir qu'apraprès, on y a aussi intégré, on va dire, des décorations un peu différentes des autres. Tu as déjà, là, tu vois déjà tu as le polybloqué. Le polybloqué des plaquettes en or. On va avoir aussi le rodé. Donc le rodé, c'est les ponts que tu vois qui tiennent la roue de centre, le barillet. Le rodage s'obtient, on va dire, le pont, il va être retourné sur une plaque en verre et on va utiliser de la pierre du Levant, donc qu'on va piler et qu'on va ou utiliser de l'huile ou bien du pétrole, et on va venir faire comme un grainé, mais c'est un grainé beaucoup plus soyeux qui est aussi beaucoup plus délicat. Et donc on va obtenir, on va dire, cette teinte un peu plus foncée. Donc ça c'est pour les ponts, bien évidemment avec l'anglage intérieur-extérieur fait main. Et après tu as la platine qui reprend cette pattern, on va dire, du gratté, qui rappelle le grattage des machines de précision, de haute précision, qu'on utilise d'ailleurs pour faire ce garde-temps. Il y a tellement de détails mais sur cette pièce, même quand on regarde à la loupe. Je trouve ça fou. Et puis bon, mais ce balancier aussi qui est tellement particulier, qui n'a rien à voir avec ce que l'on retrouve dans l'industrie, que vous avez sublimé en le mettant bien en avant. Ouais. Je trouve ça magnifique. Est-ce qu'il y a une complication particulière sur cette pièce? Alors non, c'est déjà le tourbillon minute, bien évidemment. Bien évidemment, c'était aussi de fabriquer, on va dire, ce spiral. Parce que le spiral, on peut dire qu'il a été fait main. Donc on a en interne, on a développé, on va dire pendant plus de 10 ans maintenant, on a développé notre propre matière. Alors pour l'instant, elle est appliquée qu'au handmade. Donc il faut savoir qu'on a un laminoir, on a une tréfileuse et on vient faire nos spiraux en interne de A à Z. Et on peut dire que c'est fait main parce qu'en fait, le laminoir n'est pas asservi. Ce qui veut dire que la personne qui vient laminer, c'est lui qui, en temps réel, va venir maîtriser, on va dire, l'épaisseur. L'épaisseur qui est très importante pour un spiral parce que de l'épaisseur, on sort aussi la précision de la montre. Donc le balancier est déjà, comme tu l'as dit, c'est clairement atypique. Et puis avec ce spiral entièrement fait main, c'est quand même quelque chose. Et combien de temps a nécessité le développement de cette pièce? Alors le développement, on a commencé en 2017 la fabrication des composants, puis on l'a présenté pour la première fois en 2019. Chose avec laquelle on a d'ailleurs gagné un prix au Grand Prix d'horlogerie de Genève, avec cette handmade-là. Et c'est vrai qu'on a dû apprendre beaucoup de choses. Donc, quand on travaille sur une handmade, il faut savoir qu'il y a un déchet qui est assez phénoménal. Donc, 30 à 35% de déchets est tout à fait normal pour ce genre de garde-temps-là fait main. Et bien évidemment, il y a le processus et beaucoup d'outils, beaucoup de posage, beaucoup de savoir-faire et effectivement, avec dans l'aventure, des pertes, mais aussi des aventures avec des personnes externes, ce qui veut dire qu'on aime bien développer certaines choses avec des personnes externes où nous on leur transmet et eux ils nous transmettent. Donc c'est toujours une collaboration active par rapport à ça. C'est magnifique. Et est-ce que c'est une édition limitée? Oui. Alors déjà elle est millésimée, ce qui veut dire qu'on n'en fait que 3 par an. Donc elles sont toujours signées one of 3. Que ce soit pour la Handmade 1 ou la Handmade 2. Et il faut avouer qu'en fait, la rareté, elle est limitée par soi-même. On veut dire, déjà, faire ces garde-temps-là, avec le nombre d'heures qu'on passe dessus, c'est très compliqué de trouver aussi les personnes passionnées qui ont ces compétences-là, même si on les développe chez nous en interne. C'est quand même faut se rendre compte que travailler sur ces genres de garde-temps-là
est très énergivore, puis on va dire les gens doivent être prêts pour aller dans une telle aventure. C'est vrai que vous êtes l'une des rares manufactures à faire un maximum de composants et d'étapes chez vous en interne. Oui. Et notamment le balancier spiral qui est l'organe l'un des plus compliqués, et très peu de marques ont cette force d'avoir les outils pour. Alors déjà pour toutes nos collections, c'est notre balancier qu'on fait en interne, mais pour la handmade, on va encore plus loin, on va dire, parce que là, faut se rendre compte, c'est que le balancier est clairement on va dire le point central de la chronométrie, donc il faut être très précis et atteindre une qualité hors norme pour que la montre soit précise, parce que cette montre-là, elle est aussi dans les mêmes précisions que toute notre collection. Et donc, on aime bien intégrer tous ces savoir-faire chez nous en interne, tout comme les cadrans. Les cadrans sont en émail grand feu. Alors pour l'instant, l'émail grand feu est fait en externe, donc c'est une collaboration avec un autre sous-traitant. Mais effectivement, toute la base du cadran, toute la décoration du cadran est faite en interne. Merci beaucoup, David, pour cette belle présentation. Avec plaisir. Merci à Grobel Forcé et à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Franchement, j'ai adoré faire cette visite. J'espère que vous avez kiffé faire cette visite également. J'ai appris énormément de choses. Et surtout, un grand merci à l'atelier Handmade de nous avoir fait découvrir cette nouvelle pièce. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo, que ce soit le lien du site Grobel Forcé, aussi le lien de cette toute dernière pièce, la Handmade 2. Merci encore une fois à l'équipe. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et on vous dit à la prochaine. Salut!